Aujourd'hui, on ne va pas avoir peur. On retourne sur les adaptations, on retourne sur Kubrick, et cette fois on va parler de l'Orange Mécanique. Orange Mécanique, au départ, c'est un roman, et c'est ce roman, mais évidemment, ce roman, il est sorti après le film, parce que c'est une image du film, et donc sinon, ça marcherait pas. C'est un roman d'Anthony Burgess, qui a été écrit en 61. Est-ce qu'il est aussi sorti en 61? Je ne sais plus. En anglais, ça a été traduit par Georges Belmont et Hortense Chabrier. Je pense que c'est la traduction française originale. Il y a marqué édition enrichie parce qu'il y a des trucs à la fin. C'est chez Lafon, pavillon poche, en collection. Tiens, il y a une Burgess Foundation avec un copyright de 2012, traduction française de 72, donc il doit être lié au film. Je sais plus quelle est la date du film, parce que je me suis pas documentée, par contre j'ai quand même lu le roman. Ça fait un bout de temps que, de toute façon en adaptation, déjà je me suis dit c'est quand même bizarre. Je vous ai parlé de Shining, alors je vous ai parlé d'autres choses. Je vous parlais d'Eyes Wide Shut, mais en fait il y a que Kubrick qui m'intéresse vraiment. Et en même temps il se passe des choses chez Chabrol, et en même temps, et en même temps. Mais vraiment Kubrick. On se refait pas. Il va falloir que je me mette plus à Ackerman, mais là il me faut un peu de temps, et puis voilà, et puis tranquille quoi. Et ouais, ça c'est un dépôt légal de 2016. Alors ça c'est une édition que j'aime bien, poche, 9,50. Je pensais que j'en avais une, on l'a jamais retrouvé. Ma mère a un Burgess dédicacé par Orange Mécanique, on l'a jamais retrouvé non plus. J'ai déjà lu Orange Mécanique quand j'avais 10-12 ans. Je m'en souvenais assez bien, je m'en souvenais pas si bien que ça. Alors quand on t'on dit que c'est enrichi, c'est-à-dire qu'à la fin on va avoir un glossaire et une postface. Postface. Ça c'est quand c'est la décadence le postface. Alors un bout d'apuscrit original, facsimilé, évidemment, hein, on va pas envoyer ça. Où il dessine lui-même. Clac. Bon, mais c'est très peu de pages, hein. Mais oh, j'ai bien aimé les petits dessins. Voilà, bah ça, j'avoue que je l'ai regardé très très vite. C'est marrant parce qu'on dirait qu'il a dessiné David Lynch ici. Mais je pense que c'est plutôt Alex. Marmelade mécanique, donc postface inédite, avec nouveau petit paragraphe, je sais plus, d'un traducteur, d'un agent à la fin du traducteur. Bon, inédite, c'est quand même de 72. Bon, je sais pas, ça devait être inédit en français, j'en sais rien. Mais ça fonctionne bien. Bon. Alors, je sais pas trop dans quel ordre il faut prendre les choses, mais de toute façon, il va y avoir plein de questions qui vont être communes et qui vont permettre de passer de l'un à l'autre. D'abord, au niveau de l'adaptation, c'est une réussite hallucinante. Alors, déjà, si on prend le critère de la fidélité, c'est archi fidèle parce que Kubrick, finalement, suit très linéairement Orange Mécanique, enlève le dernier chapitre, ce qui change des choses, mais là, je vais gros spoiler, hein, donc voilà, allez voir le film, allez lire le livre. Qu'est-ce qui est marqué là? 71 le film. Et il y a quelques petits détails qui vont changer. Par exemple, c'est plutôt un clodo qui se fait tabasser au début du film, alors que dans le livre, c'est plus développé. Et donc, ce vieux est plutôt... ce qui est désigné comme tel. Hein, quelqu'un qui sort de la bibliothèque et il y a des livres. Et ça, c'est quand même important. Mais en fait, par économie de narration, Kubrick a été à l'essentiel. Donc les changements sont moins marquants que pour Shining, par exemple. Ah, peut-être que je parle un jour des Lolita, mais ça, c'est gros morceau Lolita. Mais surtout les deux, quoi. Il s'est vraiment attaqué à Kubrick, à des livres qui avaient quand même un certain sens. Ça fait une filmographie qui a énormément de sens. Et tellement plus intéressante que Tarantino, que pourtant j'aime, hein, mais vraiment, que j'ai un peu honte d'aimer. Mais c'est tellement plus intéressant qu'un Tarantino, tellement plus tout. En fait, Kubrick, il est là. Tarantino, il essaie d'être là. Et voilà, il y a des choses comme ça qui vont un peu varier, essentiellement pour des raisons donc d'économie narrative, trop de détails, comment on... Voilà, le vieux en question, il a un bouquin de cristallographie, je pense qu'il y a des métaphores à en récupérer, en tout cas le fait que ce soit un livre est important.
il devient un clochard chez Kubrick, mais la mention des livres, bah, on la trouve sur plein d'autres choses et c'est vraiment de ça dont je vais parler. Et donc, tu vois, la cristallographie en soi, ça avait plus. Enfin, ça rajoutait des choses qui auraient alourdi, je pense, le propos, le film. Et peut-être pas inutilement, hein, mais. Et le fait de prendre un vieux clochard, bon, ben ça va montrer d'une autre façon les caractéristiques du personnage d'Alex. Alors, Orange Mécanique le film, l'Orange Mécanique le roman, de quoi qu'il s'agit? C'est un livre, une œuvre, on va dire, hein, pour prendre les deux, qui est très polémique. Et qui est encore polémique, hein, j'ai vu des engueulades sur des groupes féministes sur Orange Mécanique. Euh, Parce que bon, bah, la question ça va être, est-ce que c'est un film qui prend de la violence? Est-ce que c'est un film qui esthétise la violence? Et est-ce que c'est un film sexiste? Et donc après, on peut se poser cette question-là pour tout ce qui a trait au roman. Pour le faire vite, c'est un film qui montre de la violence, mais pas tant que ça. Mais par contre, qui la suggère beaucoup dans un monde très violent, et c'est quand même éprouvant. C'est pas du tout un film gore, par exemple. Mais c'est un film dérangeant et je vais expliquer pourquoi. Est-ce que c'est un film qui esthétise la violence? C'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressant que ça. Parce que ce n'est pas le film qui esthétise la violence, c'est le personnage. En le faisant court. Est-ce que c'est un film sexiste? Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un film féministe, mais par contre je pense que c'est un film qui interroge la masculinité, comme à mon avis l'ensemble du cinéma de Kubrick. Et à ce niveau-là, il est au moins pas sexiste, et même, je dirais, peut-être anti-viriliste. Je dirais pas anti-mascu. Ça, c'est encore une autre question, quoi. Ça, ce sont mes avis, hein. Voilà, moi, je me suis pas documentée, j'ai beaucoup vu le film, et j'ai lu le bouquin. Et vous allez comprendre, en fait, pourquoi j'ai choisi de parodier ou de pasticher Orange Mécanique pour ma vidéo des 1000 abonnés. Je vous mettrai absolument pas de lien ici, ni là, parce que ça me gonfle. Alors, il manque l'année Burgess, 83. Et je n'ai lu que ça de Burgess, donc je ne vais pas avoir d'autres appuis. Donc ça, c'est vraiment les éléments de base. On va suivre, dans les deux cas, le personnage d'Alex, ou Alexandre, qui est le personnage principal. Donc c'est Andy McDowell au début, hein, donc dans ce plan fixe avec travelling arrière dans le milk bar. Et dans les deux cas, il va s'agir de narration, de film à la première personne. Et là déjà, c'est pour ça que Kubrick m'épate autant. Comment on adapte un film à la première personne? Bah c'est vachement dur. Un livre à la première personne. Comment on en fait un film? Parce qu'une voix narrative comme celle d'Alex, on va la suivre, on la lit. Mais transformer ça en film, c'est complexe. Bon, mais c'est pour ça qu'on a ce focus sur le personnage, ensuite sur le décor, et ensuite bah, on va le voir mis en action dans sa vie. Et donc on a Alex, ses drugs, donc ses amis, et ensuite ses actions. C'est exactement comme ça que commence le roman. Je vous lis ça donc en français évidemment. Bon, alors ça sera quoi? Et ça, cette phrase-là, elle s'en va. Mais ça tombe bien, elle n'est pas très intéressante. Il y avait moi, autrement dit Alex, et mes 3 drogues. Autrement dit Pierrot, Joe et Momo, vraiment Momo le Momo, et on était assis au Korova Milk Bar à se creuser le Rasoudoc pour savoir ce qu'on ferait de la soirée. Une putain de soirée d'hiver. Branque noire et glaciale, mais sans eau. Le Korova Milk Bar, c'était un de ces mestos, où on se servait du lait gonflé, et peut-être avez-vous oublié, oh mes frères, à quoi ressemblait ce genre de mesto? Tellement les choses changent zoom par les temps qui courent, et tellement on a vite fait d'oublier, vu aussi qu'on ne lit plus guère les journaux. Bref, ce qu'on y vendait, c'était du lait gonflé à autre chose. Le Korova n'avait pas de licence pour la vente de l'alcool, mais il n'existait pas encore de loi interdisant d'injecter de ces nouvelles vèches qu'on mettait à l'époque dans le moloko des familles, ce qui faisait qu'on pouvait le drinker avec de la vélocette, du syntémesque, ou du mescat, ou une ou deux, ou mescat plutôt, puisque c'est méthamphétamine, ou une ou deux autres vaches, et s'offrir 15 gentilles minutes, pépertes aribles, à mirer Gogre et tous ses anges, et ses seins dans son soulier gauche, le mosque plein à péter de lumière. Ou alors drinquer du lait au couteau, comme on appelait ça, façon de s'affûter, de se mettre en forme pour une petite partie salingue de 20 contre 1, et c'était justement ce qu'on drinquait le soir, par où je commence cette histoire. Et donc ça, en fait, hop, ce mouvement de travelling, ça raconte exactement ça.
Alors on va la voir avec la voix off, plus un travelling. Bon, moi j'aime les travelling, hein, voilà, donc ça c'est sûr. Je pleure, même pas quand je vois, mais quand je pense mais je vais pas pleurer aujourd'hui, j'ai déjà beaucoup pleuré aujourd'hui. Mais quand je vois le travelling arrière est comme ça des parapluies de Cherbourg. Vous vous souvenez, ils se séparent, elle est sur le quai, il est dans le train, donc déjà ils vont se séparer. Et en fait on a un travelling arrière qui ne va pas aussi vite que le train. Ce qui fait qu'on se sépare des deux. On n'est même pas non plus en focalisation interne sur le personnage du train, donc sur le jeune homme. Et chac. Ça c'est un des plus beaux plans du cinéma. Chac. C'est Vertigo, le travelling avec... c'est un nom, ça je l'ai encore oublié, mais qui va donner la sensation de vertige. Et en fait, on a vraiment la nausée. J'imagine que c'était encore pire à la sortie du film. C'est ce travelling dans Orange Mécanique. Et puis, bon, en fait, je sais pas, j'aime bien quand les caméras bougent. La Steadicam dans Shining, j'en ai déjà parlé. Qu'est-ce qui se passe dans un début pareil? Narrateur à la première personne, il s'appelle Alex. Alex, c'est intéressant. Alex, c'est Alexandre. Alexandre, c'est le grand. Hein. C'est le conquérant. Et donc, finalement, c'est quelque chose de l'ordre d'une virilité qui se croit alpha. Supérieure. Grandiloquente, en même temps raccourcie. Et ça, c'est intéressant aussi. Et mes trois Droogs, autrement dit, Pierrot, Jo et Momo. Donc, hop, on a un début ni in medias res in abovo, mais on a une prise de parole. Ça, c'est important. Présentation des personnages, présentation du décor, et on entend Korval Mikbar, le Rassoudok, un peu plus bas, un de ses mestos, etc., etc. Et là, on a un langage qui est pas argotique. C'est pas comme c'est chez Céline. Je vous renvoie aux vidéos sur voyage, parce que ça va pas être un jeu à partir des locutions, ce qui aurait encore été une autre question de traduction. C'est-à-dire que là, ce qu'on va avoir, c'est plutôt des structures de phrases globalement orales, plutôt familières. Il y avait moi, autrement dit, et mes trois. Déjà, il commence par moi, avant les trois, donc ça va, hop. C'est repris par Kubrick dans le sens du plan. C'est aussi l'important, c'est aussi la première personne, mais c'est aussi la familiarité. Hein. Et on était assis, tatata. Le Korval Mikbar, c'était un de ses mestos, donc ça, hop, le dédoublement comme ça du sujet, c'est un truc qui est oral, quoi. Donc je sais pas ce que ça donnait en anglais, mais ça permet d'avoir ça de façon très orale, en tout cas en français. Mais par contre, ce qui va vraiment fonctionner, c'est les ajouts d'emprunts en langue étrangère, essentiellement de russe, et donc on a des emprunts directs, généralement insérés quand même dans la langue, et on va avoir des néologismes. Et bon, moi je suis pas assez bonne en russe. Non, j'ai jamais fait de russe en fait. Pour savoir exactement ce qui est du pur emprunt, du néologisme, etc. Mais dans tous les cas, ça va créer une impression d'étrangeté, d'entrer dans sa tête, et ça peut participer de ce qu'on appelle cette esthétisation. Alors qu'est-ce que c'est cet argot? J'ai trouvé la postface de l'auteur à la fin du livre hyper intéressante parce que cette postface explique, enfin il explique plutôt dans cette postface, parce que la postface elle explique rien, hein, c'est quelqu'un qui explique, comment il a pris le russe comme langue, non pas pour critiquer l'Union soviétique, parce que lui ce qu'il aime pas c'est les boîtes de Skinner, hein, les trucs de pigeons. La boîte de Skinner c'est ce qui vous fait jouer à Candy Crush. Et donc c'est les mécaniques des casinos, voilà, qui vont automatiser la pensée et qui sont un grand danger en termes de liberté, de psychologie. Enfin, on est très vite conditionné, quoi. Voilà, là, je le dis assez rapidement. Et donc l'anglais, et donc il écrit en anglais, donc il peut pas prendre l'anglais. L'allemand, je sais plus comment il dit ça, n'est qu'un anglais exotique. C'était hyper... boum. N'était pas assez éloigné de l'anglais en tout cas pour être intéressant. Le français idem. Et le russe permettait de vraiment faire sentir cet effet, on peut dire d'extranéité ou d'étrangeté dans la langue. Quoi. Qu'on sente que c'est différent, mais incorporé dans la langue. Et Burgess note que qu'à la fin du livre, on aura quand même déjà incorporé une dizaine ou 2 dizaines de mots russes, uniquement par imprégnation. Et que c'est comme ça que fonctionnent les mécanismes mentaux qu'il dénonce. Parce que c'est un roman qu'il pense comme un pamphlet. Donc cette étrangeté, on va la retrouver dans les fringues décrites, dans les décors décrits, dans les noms, dans l'ensemble de l'univers. Et dans le film de Kubrick, c'est rendu par exemple par les perruques flashy
des femmes, je vais dire des jeunes femmes, mais non, non, la mère d'Alex en a aussi. C'est rendu par les costumes, alors là qui pour le coup diffèrent de ce qui est un peu dans le livre. Euh, donc tout blanc, les masques, etc., les chapeaux. Voilà, enfin, pour donner un sentiment d'étrangeté dans un monde un peu post-soviétique. Mais il ne s'agit pas de critiquer le communisme, ici, il s'agit de critiquer les phénomènes d'aliénation mentale. Or, pas de folie, mais de conditionnement, au-delà de la propagande. Et donc, ben, on entre comme ça dans ce monde par cette voix, par ce grain de voix qui décrit tout, et qui est notre seul contact avec ce monde qui nous est représenté. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Pour le coup, le cinéma ne peut pas le faire aussi bien. Parce que le cinéma, il vous montre le personnage, mais il vous montre aussi ce qu'il y a autour. Néanmoins, quand on regarde bien Orange Mécanique, il me semble qu'on a peu de scènes d'où on ne voit pas Alex. Je pense à la scène de la deuxième attaque de maison, avec la prof de yoga, je crois, et ses dizaines de chats, où elle, à un moment, on la voit seule téléphonant, et Alex qui arrive. Bon, ça permet d'avoir l'effet de jumpscare, de surprise, où on a un petit moment où on est plus en empathie avec elle, alors que dans le livre, on va rester du côté d'Alex, mais d'Alex racontant comment il lui a fait peur et comment il l'écoute sans qu'elle le voie. Donc ce qui est de l'ordre du voyeurisme, on va dire, se retrouve un peu différemment, mais globalement c'est une première personne ininterrompue et une focalisation de la caméra ininterrompue sur Alex. Bon, voilà. Alors j'allais dire on a intérêt à l'apprécier, mais en fait je pense qu'on a intérêt à le détester. En tout cas, c'est un personnage qui va susciter des sentiments très mêlés au fur et à mesure, et ça me paraît aussi très intéressant. Cette première personne, elle passe donc par cette langue, par ses descriptions, évidemment, par le fait qu'on suive le personnage, qu'on connaisse son prénom, on le voit en famille, enfin on voit tout ça. Et ça passe aussi par des adresses. Oh mes frères. Et ces adresses, elles vont changer. Alors il va se désigner et il va changer régulièrement les adresses. Et au fur et à mesure du livre, donc il va se désigner comme narrateur. Donc on est bien dans cette voix hein, qui entre en scène. Et il va se désigner ensuite comme témoin, voire martyr. Bon, ça c'est intéressant pour parler de la violence et de la souffrance dans le livre. C'est un livre dur, hein. Voilà, hein, c'est quand même difficile, c'est âpre. Voilà. Et puis l'étrangeté de la langue fait que, au niveau de mes propres affects à la lecture, ça rappe quoi. Hein, c'est fait pour rapper, mais ça rappe, hein, ça marche quoi. Et en même temps, ça donne du rythmé, du phrasé. Oh, ça doit être tellement dur à traduire. Voilà. Je me suis beaucoup servi du glossaire, mais plus pour vérifier mes intuitions. Mais dans l'absolu, le glossaire, je pense qu'il vient plutôt des traducteurs. On n'a pas vraiment besoin de le vérifier. Quoi. Mais bon, moi, c'est mon petit côté universitaire. Je vais voir les notes en fin de volume, tout ça. Voilà. Et cette voix, cette subjectivité, elle va passer dans le film par la voix off, qui va pas être continue, parce que franchement, un film en voix off continue, pour un film d'une longueur standard, c'est quand même fatigant la voix off. Hein. C'est quand même un exercice super particulier. Et en général, on a des retours de voix off. Franchement, ce sont des passages littéraux qui vont revenir régulièrement. Donc c'est extrêmement fidèle, alors même que l'Orange Mécanique fait plutôt partie de ces romans. Alors, c'est très visuel dans les descriptions, mais ça fait partie des romans qu'on aurait pu croire inadaptables et qu'ils sont parfaitement. Et qui sont une réussite dans leur adaptation. Mais les mauvaises adaptations, c'est intéressant aussi. Il faut bien le voir. Mais bon, voilà, la question de la fidélité n'est pas forcément une question intéressante quand on parle d'adaptation. Hein. C'est là, on a une fidélité et quelque chose qui marche très bien. Alors après, là où ça va commencer à se jouer, c'est sur la question de la violence. La violence donnée par Alex et la violence reçue par Alex, parce que il en donne beaucoup au début, après il en reçoit beaucoup. Et ça, c'est quand même assez difficile, et c'est fait pour être difficile. Alors, cette violence-là, pour le coup, honnêtement, raconter, c'est vraiment difficile. Et c'est toujours quelque chose de scandaleux. Pensez au scandale des bienveillantes, de Little, etc. La première personne violente reste quelque chose de considéré comme scandaleux. Ça, c'est quand même un truc qui est absolument étonnant. Voilà, ces idées sur la première personne.
Parce que la première personne va amener une certaine forme d'empathie, en fait. Parce que quand on entend quelqu'un qui nous parle, on va avoir tendance à comprendre et à suivre la personne. Et quand la personne fait des choses amorales, eh bien, jusqu'où va-t-on la suivre? Donc ça va poser comme ça cette question éthique. Il est évident que le personnage d'Alex est fait pour être quelqu'un de détestable. Mais il n'est pas seulement détestable. Alors, je ne sais plus quelles étaient les 3 caractéristiques que donnait Burgess à son personnage. J'avais trouvé ça super cool. Alors, pour le dire rapidement, l'Orange Mécanique, ça a été écrit pour être un pamphlet, je l'ai dit, voilà, c'est ça, c'est là, pour être un pamphlet contre les thérapies, j'allais dire de conversion, mais c'est pas une thérapie de conversion, de suggestion par aversion. Donc voilà, on va prendre quelqu'un d'absolument détestable, il se fait arrêter, il est arrêté, les autres le font arrêter, et cette personne détestable va se retrouver en prison, et elle vit des choses détestables, et est soumise à une thérapie par aversion, c'est-à-dire qu'on va montrer beaucoup de films extrêmement violents à Alex en lui injectant des médicaments. Donc c'est les scènes avec les yeux ultra ouverts, avec les écartes yeux, paupières, avec les écarteurs, où il est attaché, etc. Donc en plus on voit la violence physique de cette scène pour qu'il voit une ultra-violence pendant qu'on lui injecte des médicaments qui lui donnent de terribles nausées pour qu'il associe ces nausées à la violence et le rendre ainsi, on va dire, enfin le guérir selon le but de la thérapie, c'est-à-dire le conduire à ressentir des nausées abominables dans les moments où il pourrait avoir envie d'être violent et où même il ressent où il va voir une violence. Voilà, c'est quelque chose qui va littéralement le rendre malade et qui pose, et ça c'est posé très clairement dans le bouquin, qui veut dire donc qu'il n'est plus capable d'un choix moral, il est obligé, peut-être pas de faire le bien, mais du moins de ne pas faire de mal. En tout cas, de violence physique. Et ça c'est intéressant parce que la violence c'est quoi, ça n'est pas que physique. Et lui il est soigné de la violence physique, voire de la sexualité, en tout cas de la sexualité qu'il pratiquait, c'est-à-dire quand même une sexualité violente et prédatrice. Et donc voilà, c'est un pamphlet contre ça, et là c'est clair que Kubrick ne contredit absolument pas le message de Burgess, bien au contraire. Alex lui-même, et je vous lis le passage de la postface, je suis page 329 de mon édition, un archétype d'humanité par 3 aspects, il est agressif, il adule la beauté et il a recours au langage. Il continue paradoxalement, alors que son nom pourrait signifier privé de mots, il a développé un vocabulaire bien à lui, un dialecte spécifiquement inventé, mais il n'a littéralement pas son mot à dire dans les affaires de sa communauté ou dans la gestion de son pays, pour l'État il n'est qu'un objet, etc. Donc, voilà, c'est d'abord sur ça. On peut noter qu'Alex et ses droogs, donc ses amis, sont des petites frappes ultra violentes qui, en fait, sèchent l'école et terrorisent les gens la nuit, mais qui n'ont pas tellement de possibilités de sortir du prolétariat et qui sont complètement manipulés par le gouvernement. Et donc finalement leur ultra-violence finit par desservir le gouvernement, qui va donc d'autant les criminaliser, les arrêter et faire subir à Alex cette thérapie par aversion, pendant que ses amis vont pour une part mourir, pour une part rejoindre même la police. Et le tabasser. Donc c'est quand même... donc très clairement l'État, et il ne s'agit pas de dire quel type d'État, c'est vraiment l'État, ne considère pas ses citoyens et les manipule tous. Donc la sphère du logos d'Alex, c'est en fait la seule chose sur laquelle il a prise. Avec sa chambre, et encore sa chambre est bien précaire. Et il la perd quand il va en prison, évidemment. Alors, un archétype d'humanité, ça c'est quand même intéressant, parce que c'est comme ça, une forme de synthèse, au sens littéral. On réduit l'humanité à ses traits les plus caractéristiques.
agressif, adulaboté à recours au langage. Donc le langage, c'est tout ce qui est de l'ordre de la première personne. Et donc de cette voix off chez Kubrick avec ses emprunts. Il est agressif, bon bah c'est la violence ultra violente, hein, si je puis dire, et physique d'Alex qui apparaît et qui apparaît d'abord sans conséquence, en tout cas pour lui puisqu'il n'est pas puni, et sans conséquence pour les autres puisque bah, vu que le récit est à la première personne, il n'en a pas connaissance et il ne se pose aucune question. Et on voit même qu'il fait peur à ses parents, etc., mais que ça lui permet une forme de manipulation. Et il adule la beauté. Et c'est là que c'est extraordinaire, cette adulation de la beauté, parce que ça nous amène au cœur de l'esthétisation qui a été reprochée à Kubrick, peut-être moins à Burgess, mais ça l'a quand même été, ou en tout cas qui est ensuite revenu sur Burgess, etc., enfin vous connaissez l'histoire, parce que cette adulation de la beauté, c'est celle du personnage, plus que celle du film, et encore je dirais, enfin du roman, et encore je dirais que Kubrick est peut-être trop bon cinéaste pour avoir adapté Orange Mécanique, enfin l'Orange Mécanique en Orange Mécanique. Pourquoi, comment ça se passe? On est donc dans le monde d'Alex, ou plutôt on est dans la petite sphère mentale d'Alex, évoluant dans un monde qui lui est quand même hostile, ou qui du moins est aliénant. Dans ce monde, Alex, on le sait, est fanatique de musique classique, et même esthète, hein, donc il soigne ses vêtements, il est quand même... Il y a énormément de commentaires sur les physiques, les fringues, la mode, euh, les fresques, la ville, enfin, tout est esthétisé. Ou plutôt, tout est présenté sous le prisme de l'esthétisation, donc va être ou n'être pas esthétique. Et Alex se fait un niveau de beauté et d'ultra-violence. Est-ce que ça veut dire que la violence est belle, comme on pourrait le voir chez Tarantino? Non. Ça veut dire que finalement, la violence, elle est dans le regard du personnage, quand bien même il est ultra-violent. Et ça, Burgess le dit aussi dans sa postface, en écoutant la 9e de Ludwig van Beethoven, donc, Alex aurait pu avoir des idées d'harmonie universelle. Et lui, cela va lui déclencher des réactions ultra-violentes. Et ça va m'intéresser pour un dernier point ensuite. Et donc, en fait, il tire son ultra-violence de la beauté. Et donc de l'art, et même de la Bible, qu'il va notamment lire en prison. Donc l'ultra-violence, il l'a créée en réponse à l'esthétique. Et ça, c'est quand même perturbant. Bon, si vous voulez mon point Godwin, je vais vous rappeler que Goebbels avait un doctorat de philosophie, quoi. Hein, bon, voilà, après, voilà, des esthètes qui sont des bourreaux, il y en a beaucoup, quoi. Il n'y a pas de contradiction, en fait. Mais on n'a pas envie, on a envie que le beau soit le bien, soit le bon. Et ça marche pas, en fait. Voilà, ce triplé conscient, il fonctionne pas. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'un grand malaise va naître du fait que l'ultra-violence va sembler esthétique. Et c'est là où le film est plus casse-gueule que le roman, même si le roman est quand même assez casse-gueule, hein, parce que le film ne va pas pouvoir être complètement en vue subjective, et puis parce que je pense que Kubrick fait des scènes... Enfin, c'est tellement filmé que bah, c'est compliqué. Et là, je pense à la scène de bataille dans le théâtre, hein, qui est plutôt au début du film, entre les deux bandes rivales, où on a une scène qui est prise par un angle d'un théâtre abandonné dans lequel commençait à s'effectuer un viol collectif, d'où la jeune femme s'échappe, et on va avoir une scène qui est presque un ballet, à ce niveau-là. Alors je dis presque parce qu'on n'est pas dans quelque chose d'aussi esthétique que le serait un ballet, mais c'est une scène qui est, je trouve, très belle, et qui va en fait magnifier la violence par des jeux de perspective. Ce qui ne va pas être le cas des autres scènes de violence, par exemple la première du film, celle avec celui qui est l'usager de la bibliothèque, passionné de cristallographie, ou clochard dans le film, qui est une scène sordide. Et qui va même se faire en ombre chinoise, et ensuite on va voir la violence au grand jour. Et
Et ça, c'est une scène qui pose vraiment ce problème moral de est-ce que cette esthétisation, elle peut laisser cette impression d'une violence bonne. Qu'une violence belle serait alors une violence bonne, et donc éthiquement, c'est questionnant. Mais, et ça, c'est nettement moins beau dans le roman que dans le film. Pour cette scène. On peut noter qu'en plus, il y a une autre différence entre le roman et le livre à ce niveau-là, c'est que la jeune fille victime de ce début de viol collectif et qui s'échappe, elle a plutôt une allure de jeune femme dans le film, et il est dit qu'elle a 10 ans dans le livre. Et donc c'est beaucoup plus violent. Idem des deux jeunes femmes qu'Alex rencontre chez le disquaire et qu'il ramène chez lui. La scène de coït, hein, en groupe dans sa chambre, est assez joyeuse, hein, avec du Rossini en fond. Rossini retravaillé par Wendy Carlos, évidemment, donc très accéléré. Bon, c'est pas... oui, c'est plutôt une scène... ça ressemble à une scène juste de coït, et dans le roman, c'est quand même une scène de viol de petite fille de 10 ans. Donc le roman est plus horrible que le film. Et les petites filles, parce que ce sont des petites filles dans le roman, parlent, protestent, et voudraient se venger, alors qu'elles sont complètement muettes dans le film. Ça, c'est questionnant. Là, sur ces passages-là, on a quelque chose de l'ordre d'une esthétisation, mais en même temps d'une minoration des crimes d'Alex et de ses amis. Minoration par l'augmentation de l'âge des jeunes femmes. On a un peu la même chose avec Lolita. J'y réfléchis, je ne sais pas tellement quoi en penser. Est-ce qu'il s'agit d'euphémiser ou est-ce qu'il s'agit de réduire réellement la violence du personnage? Franchement, j'ai pas de réponse. Je ne me suis pas documentée là-dessus. Je ne sais pas si cette documentation existe. Je veux bien la réponse si vous l'avez. Mais ça m'a quand même questionnée. Parce que pour le coup, la violence subie par... Alors, voilà, la violence subie par les femmes va plus se voir dans la deuxième attaque de maison. Et avec la première au niveau du film, alors qu'elle est plus continue, mais pas dénoncée en tant que violence misogyne par exemple, hein, mais juste en tant que violence dans le roman. Donc là, on a des moments où il va y avoir comme ça une forme d'esthétisation, mais qui va permettre quand même de relier... Enfin, je pense que cette scène, par exemple, de coït, c'est une scène qui montre des rapports sexuels qui ne sont pas considérés comme érotiques, mais uniquement comme industriels, j'ai envie de dire mécaniques, hein, et qui sont ici peut-être vus plus sous l'angle d'une forme de consumérisme sexuel que sous l'angle de la violence, mais dénoncés tout autant. Enfin, mais aussi dénoncés, peut-être pas tout autant. Bon, vous me donnerez votre avis sur ces scènes, c'est pas... voilà, c'est pas forcément rigolo, quoi. Et donc l'esthétisation, elle se trouve, à mon avis, plus dans l'œil d'Alex. Évidemment, dans le roman, on n'en sort pas de l'œil d'Alex ou de la voix d'Alex. Et dans le film, je trouve que Kubrick l'a quand même assez bien montré. Et ça, on le voit notamment dans la très marquante, en général, attaque de la première maison, donc le refuge, où il y a un couple qui ne veut pas ouvrir et puis finissent par pouvoir entrer. Donc Alex et Cédros. Parce qu'on a une scène de tabassage du monsieur qui est voilà, et donc on a le début du viol de son épouse, et en fait on voit Alex rentrer dans la maison, commencer à tout casser, et il chante Singing in the Rain, qui devient le générique de fin, mais dans la vraie version filmée. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait un effet absolument horrible, mais aussi extrêmement décalé, parce que finalement, le Singing in the Rain, c'est le film qu'Alex se projette dans sa tête, et nous, on le voit là, à ce moment-là, de l'extérieur. Et ça, c'est un effet que fait pas le roman. On n'a pas ce moment, comme ça, clinique, j'ai envie de dire. On va voir la violence effectuée, on voit le personnage en processus d'esthétisation, donc par la chanson, il commence à bagnauder,
dans la pièce en balançant des coups de pied, en cassant tout. Et ils partent ensuite donc sur le viol collectif de l'épouse en lui déchirant les vêtements pour l'exhiber, etc. Ça, on l'a pas dans le roman. Ça, c'est vraiment un effet du film, et c'est un effet que je trouve extrêmement intelligent et fort, parce que pour le coup, ça reprend vraiment cette narration à la première personne, tout en permettant d'avoir une représentation quand même très fine de la façon dont le personnage se fait son film. De la même manière, dans la deuxième attaque de maison, donc je crois que c'est une prof de yoga qui a tous ses chats dans la maison, l'esthétisation là, elle va être compliquée, parce que ça va d'abord être celle des nombreux phalloïs qui sont des œuvres artistiques dans la maison de cette femme. Et en plus, ces œuvres d'art, bah, c'était celles de la femme de Kubrick. Et notamment, je sais plus comment ça s'appelle, cette œuvre a un titre, mais ce phallus géant à bascule qui va servir à tuer cette femme. Et là, on a une scène de vue subjective complète où il se bat avec cette femme en tenant cette sculpture de pénis devant lui et en visant la femme avant de l'éclater. Et on a un court instant où on a en vue subjective de la femme et on voit comme ça sa mort. Et sur ce moment-là, là on est même dans une vue où la caméra devait être sur l'acteur parce que ça tourne en même temps que lui. Donc on est dans une vue subjective littérale. Et on va voir comme ça ce moment donc de chat et la souris, de prédation, d'esthétisation, etc. comme un fait des représentations du personnage, voilà, qui change la couleur du monde. Et ça c'est vraiment un truc, et donc cette esthétisation, on la voit bien dans le film, mais finalement elle est, me semble-t-il, vraiment très nettement du fait du personnage. Et c'est très marquant dans la dernière scène du film, puisque là on est complètement dans un fantasme d'Alex. Ça on l'a à peu près dans le roman avec la même dernière phrase, mais sauf que c'est pas une dernière phrase puisqu'il reste un chapitre, mais c'est pas une scène réelle, quoi, c'est un fantasme. Donc la violence reste marquée par le fait d'être une représentation individuelle, mais modelée par la société. Pourquoi modelée par la société ? Parce que finalement cette violence du personnage, elle répond à la violence des policiers, qui tabassent, et on sait qu'Alex n'est qu'un parmi d'autres qui sont tabassés, et pour d'autres raisons. Elle répond à la violence du travail auquel sont soumis les parents d'Alex. Elle répond à l'omniprésence de femmes nues en effigie, donc les sculptures du Milk Bar, les fresques de son immeuble, les phalloïs chez cette prof, etc. Donc on a une surreprésentation, une sursexualisation des femmes qui participent comme ça de cette esthétisation d'une violence viriliste. Alors ça, c'est vraiment un phénomène qui m'intéresse beaucoup dans le film, mais à celui-ci va s'ajouter le fait que finalement, quand on regarde très littéralement, je vous dis, c'est pas un film gore, parce qu'on a ces effets d'énorme malaise face à la violence, parce qu'on se sent impuissant, on va pas arrêter le film pour dire hey, tu te calmes. Voilà. Mais le film suggère plus qu'il ne montre. Il montre pas mal. Et là, je pense notamment, on comprend que l'épouse du professeur va être violée, mais on ne le voit pas. Et donc on a un court moment en vue subjective sur ce personnage, pendant qu'Alex se penche vers lui, et il y a un moment où penche dans le cadre un truc qu'on pourrait identifier comme son pénis en érection, et qui en fait est le nez de son masque, avant qu'il enlève son pantalon, et puis hop, on passe à autre chose. Donc la suggestion, qui est quand même ici même un peu grossière, avec le masque de carnaval, etc., mais cette esthétisation d'Alex, elle est grossière et carnavalesque, puisqu'elle est ultra violente. Elle est de cet ordre-là. Comme peut l'être sa langue. Il faut qu'on en fasse un phénomène étranger, en fait, de cette représentation ultra-violente. Donc comme ça, on a de très courts passages en vue en première personne. On va comprendre, mais en fait, on ne va pas voir le viol proprement dit. Mais on le comprend tellement qu'il est là qu'on a l'impression de l'avoir vu, parce que on a... mais c'est comme toutes ces illusions d'optique, on a l'impression de l'avoir vu, en fait, on l'a jamais vu. Et c'est exactement ce qu'arrive à faire Kubrick. Au point que les commissions de censure n'ont pas voulu le censurer. Et ce n'est qu'après la sortie
qu'il n'a plus été projeté pendant 27 ans au Royaume-Uni. C'est quand même curieux comme représentation. C'est un film qui est beaucoup moins violent que l'impression de violence qu'il laisse. Je ne vous dis pas qu'il n'est pas violent. Et qui est fait pour susciter cette nausée. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Mais quand Burgess explique qu'Alex adule la beauté, donc tous ces phénomènes d'esthétisation, ça passe par autre chose. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'intime conviction que l'Orange Mécanique et Orange Mécanique, donc le roman et le film, nous parlent, ou nous représentent quelque chose qui nous parle des arts et de ce que font les arts. Et ce que font ces arts. La chose est quand même assez simple en fait. Alors déjà, le professeur, il écrit un livre qui s'appelle L'Orange Mécanique. Et ce professeur deviendra l'ennemi d'Alex. Puisque Alex va finir par trouver refuge chez lui, il va finir par le reconnaître, et vouloir le manipuler, et si possible, le pousser au suicide. Mais surtout, ce professeur écrit lui-même L'Orange Mécanique. Pour parler d'une société ultra-violente. Et on peut même aller jusqu'à noter, comme le fait Burgess dans sa postface, une chose que je ne savais pas, à savoir que Burgess lui-même a... ou plutôt la femme de Burgess a elle-même été violentée par 3 déserteurs américains en 1942, et qu'il y a donc une certaine proximité entre ces deux personnes qui écrivent un livre qui s'appelle L'Orange Mécanique. Avec tout ce que ça peut avoir d'ambivalence entre manipulation politique, accueil, bon sentiment de gauche si on veut être méchant, mais je n'aime pas trop cette pensée-là, il faudra que j'y réfléchisse. Et voilà, le penser malgré tout anti-thérapie par l'aversion et pro-liberté. Quand bien même on en a souffert personnellement. Donc c'est quelque chose entre l'idéal et la pulsion, quoi, hein, qui se retrouve incarnée dans ce professeur. Donc, et puis on a quelques extraits de ces textes qui permettent d'avoir comme ça une réflexion politique insérée dans le roman. C'est moins présent ça dans le film parce que là c'est galère, quoi. C'est franchement galère. Mais c'est quand même, je trouve que le message passe quand même assez bien sans cela. Donc on a un premier jeu de mise en abîme comme ça par le personnage, comme ça plutôt universitaire, intellectuel, politisé, on dirait plutôt dans l'opposition voire à gauche, quoi. Et qui va défendre l'idée de garder un choix moral en refusant les thérapies par aversion. Mais ça ne dit pas tout et ça ne fait pas tout. Parce que ce qu'il y a aussi, et ça je ne l'ai compris en fait qu'il y a 2 jours, parce que je dois être longue à la détente, c'est que quand on regarde Orange Mécanique au cinéma, on regarde un film où le personnage regarde des films pour qui sont utilisés comme thérapie par aversion. Et en fait, ça nous parle de cinéma. Et des images de cinéma. Et on voit bien en fait comment Kubrick a pu être intéressé par l'Orange Mécanique, en ce qu'il s'agissait déjà d'un roman qui parlait de textes, et notamment de la Bible, et des arts, notamment la musique. Musique ultra présente dans le film de Kubrick, retravaillée par Wendy Carlos, extraordinaire musique qui permet d'avoir la familiarité des airs classiques avec un sentiment d'étrangeté. C'est pas juste du Beethoven, hein, Orange Mécanique. Et en fait, c'est vraiment extrêmement marquant de voir, et c'est pour ça en fait que le personnage de clochard du film était un vieux qui sortait de la bibliothèque dans le livre. Parce que finalement, les livres, le savoir et les arts ne sauvent pas. Au contraire. Le vieux cristallographe va rassembler les autres vieux de la bibliothèque pour tabasser Alex, dans la bibliothèque. Ludwig van va être le fond sonore des films abominables que voit Alex, qu'il est forcé de voir, pour en faire une personne, un homme,
qui n'est plus capable même de se défendre contre la violence qu'il subit. Et en fait, peut-être s'agit-il aussi par la non-esthétisation ou la relative, très très relative esthétisation d'Orange Mécanique, peut-être s'agit-il pour Kubrick de montrer, en fait, de lui-même faire quelque chose qui va ramener la question du choix moral au centre, tout en écœurant d'une esthétique de la violence. Et je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui se noue sur le statut de l'œuvre d'art, des œuvres d'art, dans le roman, et donc du langage évidemment, dans le roman, comme dans le film de Kubrick. Voilà, ça c'est pour donner quand même les principales pistes qui me sont venues en lisant le roman, en revoyant le film. Parce que, je peux pas dire que c'est un de mes films préférés, mais Kubrick est clairement, très clairement, un de mes réalisateurs préférés. Et je ne peux pas dire... que... Encore, j'ai pas vu tout son cinéma, mais vraiment, c'est quelque chose... Vous savez que j'ai vraiment beaucoup vu Shining, quoi. Orange Mécanique, j'avais peur de le revoir. J'ai très très peur de revoir Lolita. Ça va venir. Mais là, en fait, c'est vraiment un film qui va nous parler de cinéma. Et donc aussi du choix que l'on fait en allant voir un film. Parce que je vous rappelle qu'Alex n'a pas le choix des films qu'il voit quand il est en prison. Et il ne comprend pas pourquoi ici, on ne le lui explique pas. Il n'a plus le choix de la musique qu'il écoute. Et on lui impose en plus une réception unilatérale de ses œuvres. Donc plutôt qu'être exactement une thérapie par aversion, que refuse Burgess comme Kubrick, le cinéma, ou plutôt le film, ce film, devient quelque chose qui ouvre l'interprétation du spectateur, à condition que les choix matériels du spectateur soient possibles. Et ça, je trouve ça super cool. En fait, c'était pas mal de choses que j'intuitais quand j'ai fait la vidéo des 1000 abonnés. Celle-là, je peux vous la mettre en lien, ou en fin de... Comment ils appellent ça? En fin d'écran. Voilà, les petits trucs à la fin, vous pouvez vous abonner. C'est ça qui m'a intéressée quand j'ai choisi de pasticher Kubrick. Bon, moi, je trouvais super qu'on me voit dans mon décor le plus habituel et qu'on voit ce qu'il y avait autour et de faire un making-of bouffon. Évidemment, c'était pas un vrai making-of, je l'ai tourné tout exprès. En reprenant des scènes qui sont pourtant quand même questionnantes, quoi. Voilà. Mais c'est quelque chose qui me plaisait, qui parlait de Skill Fast Cam, de ce que je fais ici sur la chaîne maintenant toutes les semaines, et parfois un peu plus. Ça permettait voilà, de reprendre cette confrontation que l'on a au début du film avec McDowell, et de m'en amuser. Tout en vous donnant l'impression de voir une forme d'un grain de lettre. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est comment en fait le livre, enfin là c'était surtout le film que j'avais en tête, mais aussi le roman, réfléchissent à ces liens qu'il y a entre subjectivité, donc représentation. Parce que la subjectivité, ça n'est jamais que la représentativité, le fait que ce soit représenté, qui est mis en avant. Voilà. Mais tout est représentation en fait. Enfin, tout. Voilà, c'est compliqué, c'est notre question. Lié à la violence, parce que c'est quand même une question qui m'intéresse énormément. Au virilisme, et ça m'amuse quand même toujours de faire le clown, hein, donc faire quelque chose d'un peu viriliste en étant moi m'a beaucoup amusé. Et j'espère que ça vous aura fait rire aussi, quoi. Amusé. En tout cas, ce sont ces raisons-là qui font que je trouve Orange Mécanique, l'Orange Mécanique aussi, passionnant ou passionnante. Enfin, c'est chouette, quoi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Là, j'ai fait un gros tunnel. Je sais même pas combien de temps ça aura duré. Et je pense que j'ai oublié des choses. Et puis, comme d'hab, je me rappellerai plus tard. Mais vraiment, vraiment, c'est quand même... ouais. J'aurais encore des choses à dire sur le virilisme, mais l'omniprésence des phalloïs lie vraiment la sexualité prédatrice, voire masculine, mais je préfère dire viriliste, et la violence dans le film, quand bien même elle va être représentation, etc. Mais cette violence-là, ou plutôt cette omniprésence des phalloïs, ne signe pas forcément l'ultra-violence. La prof de yoga, elle était tranquille, quoi. Et donc voilà, ce choix moral, éthique, c'est aussi le choix du spectateur. Je vous dis à bientôt.